Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre balado qui s'intitule S'intégrer à l'ETS, nous sommes toujours les mêmes présentateurs que le premier balado. Moi, Samuel Laflamme. Frédéric Broussan. Jean-Christophe Champagne. Qui est peut-être moins fantôme cette fois-ci. Nous allons parler aujourd'hui de l'intégration des étudiants étrangers. Pour nous aider avec ce sujet, nous avons encore une fois invité Kevin Faneuf, intervenant de proximité, à venir nous en parler. Ah, allô les gars. Rebonjour. C'est quasiment comme si on n'avait pas enregistré ça dans la même journée. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. Ouais. Puis juste pour les nouveaux qui écouteraient notre balado, peux-tu nous parler un peu de ta job puis de ce que tu fais? Je vais faire ça vite, mais dans le fond, je suis intervenant de proximité. Je suis nouvellement arrivé à l'ETS depuis le mois d'août 2022. Mon travail est de faciliter l'accès aux services pour tous les étudiants dans l'ETS. Je travaille au service à la vie étudiante. Donc, peu importe l'aide dont les étudiants ont besoin, ma job, c'est de les aider. Si c'est pas moi qui peux amener la meilleure aide possible, ma job, c'est de les référer à la bonne place ou à la bonne personne. Fait que ça fait en sorte que je travaille avec pas mal tous les étudiants de l'ETS, tous les départements ou presque de l'ETS. Puis, c'est ça. Le but, c'est de créer un service qui est accessible, qui est disponible, qui est humain, qui est chaleureux, dans le but d'aider le plus possible. Si c'est de l'aide plus sociale, donc développer des talents de communication, développer des talents d'aisance ou de briser l'isolement, par exemple, fait que se faire des amis, aller rencontrer des gens, ou des services plus de l'ordre psychologique, fait qu'un suivi, mettons, je vis beaucoup de stress, je vis beaucoup d'anxiété, j'ai besoin d'aide parce que je viens de vivre une peine, je suis dans un deuil ou une rupture amoureuse, ou je vais pas bien ces temps-ci puis je comprends pas. Peu importe la raison, si tu as besoin d'aide, je suis là. Comme que vous allez voir dans le premier vidéo, dans le premier podcast, Ouais. on voit que c'est un aspect très humain qui est quand même tout nouveau à l'ETS et que ils ont eu beaucoup de témoignages comme quoi ça fonctionnait très bien, puis que même moi qui ai participé à des affaires comme Neurofocus, on voit vraiment l'amélioration de nos vies, puis pas juste au niveau scolaire, mais au niveau personnel aussi. Ah, c'est gentil les gars, merci. Le but de ce podcast aujourd'hui, c'est de comprendre un peu le cheminement que doivent vivre les nouveaux étudiants et qui serait donc tant dans les démarches administratives que l'intégration sur le milieu scolaire à l'ETS ou même trouver à manger. Là, quand tu parles des nouveaux étudiants, tu parles des nouveaux étudiants qui arrivent de l'extérieur du Canada? Du Canada, exactement. OK, je comprends. Mais si tu veux, tu peux nous parler un peu de ton expérience à toi qui Ben en fait, moi, je viens de l'île de la Réunion. C'est vrai que ça fait déjà un moment que je suis arrivé, mais j'ai vécu les mêmes problématiques que de nombreux étudiants qui sont à l'ETS. Venant d'une île tropicale dans l'océan Indien, le climat est légèrement différent du Québec. Hein? Bon, ben là, on enregistre à la fin mars. Là, le climat est pas si pire, là. Il y a quand même plus de neige. Il y a de la sludge. C'est vrai, il y a de la sludge. Et donc, c'est ça. En ayant fait donc, mes études en Gaspésie, j'ai eu donc l'occasion de découvrir une nouvelle culture. Plus de neige. Plus de neige aussi. Et donc, ça a été quand même assez difficile la première année, surtout lorsqu'on est loin de tout, loin de sa famille, loin du cercle d'amis, loin des choses aussi simples que de la nourriture. Ça fait toujours bizarre et ça amène son lot de difficultés. Dans mon cas, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu côtoyer d'autres étudiants qui étaient originaire de l'île de la Réunion comme moi, ce qui nous a permis au fond de nous entraider, de rester assez soudés. Mais il y avait quand même tout l'environnement, le système scolaire qui était différent, même le contact avec les gens. Mais la culture est différente. La culture, même l'accent est différent. Je vois pas de quoi tu parles. Le français que nous utilisons ici au Québec n'est pas le même que ce qu'on utilise en France. Donc, c'est sûr qu'il y a eu tout ce lot de difficultés qui m'a amené au fond à me dire que ce serait peut-être bien de faire un podcast pour expliquer aux étudiants québécois tous
tout le processus et les difficultés que peuvent subir et doivent affronter ces nouveaux étudiants originaires hors du Canada, versus l'aide aussi que le système québécois est capable d'apporter à ces mêmes étudiants et qu'ils n'aient pas peur, eux aussi, de demander de l'aide à ce moment-là. Et donc, dans ce cadre de la discussion, est-ce que tu serais capable de nous dire, au fond, de nous donner une image un peu de ce qu'est les étudiants hors Canada? Oui. Ben, dans le fond, je commencerai par dire que mon travail, évidemment, en tant qu'intervenant de proximité, je m'amène régulièrement à travailler avec les étudiants internationaux à travers diverses choses. Je vais donner un exemple. La première semaine que je suis rentré travailler, fait qu'on est dernière semaine de août, première semaine de septembre. Là. Il y a début de session d'automne. C'est le moment où les étudiants internationaux qui arrivent à la session d'automne commencent leur première session. Il fait encore relativement chaud dehors. Et un des premiers étudiants que j'ai rencontré, c'est un étudiant qui passait par le bureau puis qui venait demander juste de l'aide à ce qui a trait, par exemple, à la nourriture. On a parlé dans le dernier épisode de l'aide alimentaire. Mm-hmm. Il venait parler de comment est-ce que ça fonctionnait. Puis, moi, on discute rapidement et il est vraiment très heureux de me dire qu'il a il a acheté son premier manteau. Ben, le premier manteau, pour moi, c'est un manteau d'hiver parce que ça a l'air d'être ça, la conversation qu'on est en train d'avoir. Mais au bout de la ligne, c'était plus comme un coupe-vent. Oh boy. Fait que, évidemment que je suis rentré bien vite en mode relation d'aide en disant, ben écoute, si tu veux, on peut magasiner ensemble c'est quoi un manteau d'hiver parce que ce que tu crois que l'hiver est, ce n'est pas exactement ce que ça va être. Moi aussi, quand j'étais en vie en colocation avec pour le cégep, je me rappelle toujours de mes collègues qui me demandaient au mois de janvier, Samuel, quand est-ce que l'hiver finit? Jamais. Désespéré, là. À quelque part au mois de juin, puis ça reprend à quelque part au mois de juillet. Ouais. Je sais pas. À peu près. C'est ça. Mais ouais, donc mon travail m'amène souvent à travailler un peu dans tout. Fait que quand je disais que je touche un peu à tout, c'est un peu ça. Oui, j'ai des tâches, mais je suis appelé à vraiment répondre à plusieurs sortes de besoins différents. Et pour pouvoir m'assurer, pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vraiment avoir un maximum d'infos pour vous. Donc, j'ai communiqué avec ma collègue Alison, qui travaille au département des étudiants internationaux. Que l'on remercie. Ben oui, fait que merci beaucoup Alison. Et je lui ai fait parvenir plusieurs questions pour essayer de ramasser des données pour vous, pour être sûr que tout ce que je vous donne vient directement de la personne ressource. Mm-hmm. Un peu comme pour l'aide alimentaire, où est-ce que Young, mon collègue, m'avait aidé, où on avait eu Bruno au dernier épisode. Donc, tout ce qui était du soutien à la réussite, c'était Bruno. C'est les meilleures personnes ressources à avoir pour répondre à ça. Donc, j'ai complètement oublié ta question. Tu peux-tu répondre? En fait, peux-tu répéter? C'était surtout de comprendre un petit peu comment on va intégrer ces étudiants, comment on va les aider. Parcours typique, dans le fond? Genre, exactement. Bien, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes aussi d'étudiants internationaux. Dans les étudiants internationaux, il y a des gens qui viennent dans un échange étudiant. Donc, par exemple, ça va être beaucoup des étudiants français. Ils vont venir ici pour 1 ou 2 sessions. Donc, ils viennent en sachant très bien qu'ils repartent dans 3 ou 6 mois environ. Mm-hmm. Donc, leur approche de la vie au Québec, la vie à Montréal, la vie au Canada, n'est pas du tout la même que la personne qui vient d'Iran, par exemple, qui vient ici pour faire une maîtrise, puis qui se dit, ben moi, j'en ai pour 5, 7, peu importe le nombre d'années que je vais être ici, et j'ai peut-être l'intention de rester après ma maîtrise. Donc là, ce que je veux, c'est m'acclimater au Québec, m'adapter, m'inclure à l'intérieur de la société, découvrir c'est quoi. On est beaucoup dans un mode de je veux en découvrir le plus possible parce que je veux me sentir bien à vivre ici. Ouais, c'est la différence entre une démarche de voyage et d'immigration. Oui, exactement. Donc, comme, mettons, l'échange étudiant va être beaucoup plus dans l'ordre de l'exploration puis de l'expérience, on est plus proche, mettons, d'un voyage avec études, mettons, dans la confrontation de qu'est-ce qui va se passer. Le choc culturel peut quand même arriver. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut en parler. Le choc culturel, il y a plusieurs données qui en parlent, mais ce qui est clair, c'est que tout le monde qui se retrouve dans une autre culture, il arrive un temps où est-ce qu'il y a un choc qui va se passer. Et le choc peut amener plusieurs symptômes qui vont être proches, par exemple, d'une dépression. Donc, la personne qui est en voyage ou en échange étudiant va se retrouver avec une toute autre réalité que la personne qui essaie de s'établir une vie ici. Quand le choc culturel va frapper, cette personne-là, elle n'a pas de way out. Elle est ici pour faire sa maîtrise, elle est ici pour faire son doctorat, elle est ici pour faire son bac.
Ce qui n'est pas le cas pour la personne en échange étudiant, où est-ce que le choc culturel peut quand même arriver, ça peut quand même faire mal, ça peut quand même fesser, mais ça reste, puis en plus souvent on vient en groupe, donc l'échange se fait avec d'autres étudiants qu'on connaît déjà, ça peut faciliter les choses, mais ça reste qu'on a une date de retour à la maison. J'ai des étudiants internationaux qui ne peuvent pas retourner dans leur pays pour aller voir leur famille à Noël, pour aller voir leur famille, ils n'ont pas de vacances. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'ils peuvent retourner voir leur famille. Ils n'ont pas, tu disais tantôt, j'avais des gens de l'île de la Réunion, donc je me sentais un peu quand même... Soutenu. Un peu soutenu. Ces gens-là vont tenter d'aller chercher ce soutien-là dans des gens de la même communauté qu'eux, mais ça reste que c'est pas pareil. Exact. Et une des choses qu'on discute régulièrement quand que je parle avec les étudiants internationaux, c'est la première épicerie qui a les aliments que tu peux refaire ce que tu faisais chez toi. Ça a été... C'est la première chose dont on parle. Ça a fessé, comme on dit. Ah, voilà. Seigneur, Oui. ça a vraiment fait mal. Comment on peut amener un sentiment de normalité qu'on n'a plus, parce qu'on est rendu ailleurs, tout en mélangeant l'exotisme puis la nouveauté? La nourriture, c'est ce qu'on consomme à tous les jours. Ben, un des trucs que je fais avec eux, c'est on va découvrir quel grocery store, quelle épicerie peut te donner des aliments, des épices, des sauces, des choses. S'il faut commander sur Amazon, on commandera sur Amazon, OK? Mais on va découvrir quelque chose qui va te permettre d'avoir un petit goût de ton pays ici. Les racines sont vraiment... C'est vraiment important. Ben oui. Et comme... Oui, il y a le langage, mais la nourriture aussi fait partie de la culture. Clairement. Et ça, on a quand même l'avantage ici à Montréal d'avoir quand même une certaine diversité culturelle. Donc ça, c'est sûr que ça peut aider, mais ça reste quand même une gageure de la part des étudiants de trouver vraiment tout ce dont ils ont besoin pour vraiment se sentir à l'aise. Oui, puis il faut comprendre que l'étudiant qui vient de l'extérieur du Canada... mettons, je vais parler de ceux qui viennent pour s'établir plus pour des études long terme, OK? Parce qu'il y a aussi, évidemment, on parlait d'échanges étudiants, surtout français, mais il y a aussi, Alison me mentionnait dans son document qu'il y a aussi des étudiants qui sont faits, par exemple, à la maîtrise dans le cadre d'une entente double diplôme qui peut être faite aussi. Mais c'est pas nécessairement tout ça, c'est pas nécessairement la même réalité que la personne, je donne un exemple, qui vient de Russie, qui vient d'Iran, qui vient d'Afrique, peu importe. Ces gens-là, quand ils arrivent ici, c'est pas j'ai décidé au mois de juin que je m'en venais, puis au mois d'août, je commence ma nouvelle session. Là. C'est des années. C'est des années d'économie, c'est des années de sacrifice, c'est des années de travail, c'est des années de documentation, c'est des années de préparation. Tout ça amène son lot d'épreuves, tout ça amène son lot d'incertitudes, de dépenses d'argent sans savoir si ça va donner quelque chose, sans savoir si ça va te donner ce que tu as envie, ce que tu as besoin. En plus, si tu viens d'un pays qui vit la guerre ou qui vit, par exemple, des problématiques politiques, tous ces documents-là que tu as besoin de faire, là, cette communication-là que tu as besoin d'avoir avec le pays dans lequel est-ce que tu t'en vas et le pays que tu quittes, tout ça nécessite énormément de coordination de plusieurs départements en situation de pouvoir, de documents à remplir et de stress. Ça peut être des années à travailler des trucs pour en fin de compte réaliser que ton document il va expirer bientôt puis tu n'as pas reçu le second document, par exemple. Donc là, tu attends 2 documents, il y en a un que tu as reçu, tu as acheté ton billet d'avion puis le deuxième, il n'est pas arrivé encore. Boy. Ouais, ça, c'est du gros stress. Parce que tu as payé quand même déjà pour ça. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas juste dire « je vais payer quand ça va arriver ». Je paye et j'espère que tout va se passer comme que je veux. Et sinon, il faut continuer à faire les démarches. Il faut continuer probablement à repayer encore. C'est beaucoup de travail. Fait que quand ils arrivent ici, ils sont pas « j'arrive ici et pouf, je suis prêt, je suis à l'aise ». Non, des fois, ils n'ont même pas d'appartement. Ils n'ont pas de résidence. Ils veulent les résidences étudiantes. Il y en a qui viennent ici qui se disent il y a une résidence à l'ETS. Je vais être correct, je vais arriver et je vais demander une résidence. Les résidences sont pleines. OK. Il y en a qui vont choisir un Airbnb parce que c'est ça qu'ils vont se trouver sur Internet. Il y en a d'autres qui vont avoir une expérience horrible. Un des conseils qui leur est donné, puis on pourra en parler tantôt, là, Alison l'a très bien expliqué dans son document, mais un étudiant qui vit à l'extérieur du Canada pourrait magasiner son appartement en ligne. C'est fortement déconseillé. Parce que tu ne sais pas à quel point c'est une fraude. Tu ne sais pas à quel point est-ce que tu vas arriver ici et tu n'auras pas l'appartement que tu as payé pour. La personne va quand même avoir pris ton argent, là, mais toi, tu vas arriver ici puis tu n'as pas ce que tu veux. Et puis même sans parler de fraude, de savoir où chercher, comment chercher. Ben oui. Même si c'est pas une fraude, que ce soit pas une arnaque, que le loyer soit pas beaucoup trop cher. Ben oui. Donc c'est pas évident.
Fait qu'il y a beaucoup d'étapes très stressantes et on connaît pas la culture, on connaît pas la politique, on connaît pas les coutumes, on connaît pas comment ça fonctionne. Donc on arrive ici, on est déjà en mode un peu émerveillement versus détresse, là. On est comme un peu entre les deux, puis la session commence. Parce qu'il est possible que tu arrives, puis que les documents arrivent, puis que le billet d'avion et tout, et ça se fait, et tu commences les cours dans 3 jours après que tu sois arrivé. Tu n'as même pas le temps de vivre vraiment l'accueil, que tu es déjà en mode, OK, mon premier cours c'est dans 3 jours. J'ai rien. Il faut que je fasse tout. Mais est-ce que ça veut dire que que votre service va soutenir les étudiants internationaux dans les démarches administratives auprès de l'immigration pour obtenir que ce soit les visas étudiants, les permis, etc.? Ben là, c'est là la partie qui est intéressante, c'est que, mettons, Alison, avec le département des étudiants internationaux, ce qu'elle me mentionnait, par exemple, je l'ai ici devant moi, là, il va falloir me pardonner parce que j'ai la feuille pour être sûr d'avoir les bonnes informations. On te pardonne. Mais les conseillères aux étudiants internationaux au service des relations internationales, hein, c'est long comme titre, mais ça a du sens, ont un rôle d'accompagnement auprès des étudiants internationaux dès leur admission. Fait que dès qu'ils sont admis dans leur programme, ils sont déjà accompagnés. Fait qu'ils vont quand même recevoir des conseils, ils vont quand même recevoir des services. Et ça, c'est vrai pour toutes les... Tu sais, tantôt on parlait de programmes réguliers, là, ou mettons de cheminement plus régulier, que ce soit à l'échange étudiant, que ce soit au programme plus régulier, au bac, à la maîtrise, au double diplôme, au doctorat. Il y a un accompagnement quand même qui est fait pour que justement tu sois le plus conforté possible avec quelqu'un qui sait dans quoi est-ce que tu t'embarques, qui connaît les lois. Dès qu'ils sont admis, ils vont recevoir des séries d'infolettres très spécifiques à leur profil pour avoir les informations dont ils ont besoin, les documents qu'ils vont avoir besoin à remplir, les conseils qui leur sont donnés. Tout ce qui est de l'obtention des documents d'immigration, de l'assurance au Québec, l'inscription au cours, les frais de scolarité. Tout ça, ils vont être accompagnés de ça. Ils ont aussi des séries web, des capsules vidéo qui ont été tournées, où est-ce qu'ils se font expliquer tout ce dont ils ont besoin de savoir. Comme par exemple, dès l'arrivée au Canada, pour préparer ton séjour, ben, ça te prend tes documents d'immigration, le lexique universitaire, l'inscription au cours. Toutes ces affaires-là vont toutes être nommées dans des vidéos web. En même temps, même après le début de la session, je l'ai fait la session dernière, on donne un atelier aussi sur comment fonctionne le service de santé au Québec. OK. Parce que c'est bien beau parler de CLSC, mais ça veut dire quoi un CLSC? Puis c'est quoi la différence entre un CIUS et un CLSC? Puis si je vais à la clinique là-bas, pourquoi est-ce qu'il m'a dit que je peux pas? Mais si je vais à l'urgence, il me dit que je peux, mais il faut que j'attende 22 heures. Je comprends pas. J'ai pas la RAMQ, mais j'ai telle affaire, mais j'ai un code, mais j'ai une carte. Tout ça, c'est tout différent. Pour quelqu'un comme moi qui a toujours vécu ici, ben, je connais le lexique, je sais comment est-ce que ça fonctionne. Pour quelqu'un qui arrive ici, qui dit « je me sens pas bien, je suis malade, je m'en vais à l'hôpital », puis il se fait dire « c'est dur ». Ben oui, t'as-tu tes cartes, t'as-tu tes choses? Non, j'ai pas ça, mais je suis étudiant, je vais à l'ETS. Ouais, OK, correct, mais ça va me prendre... C'était pas la carte soleil, c'est ça. Tu peux pas. Fait qu'il y a plein de choses qui sont déjà mises en place. Les services sont en français et en anglais. Il y a un service de conseil individuel aussi. Fait que comme ça, si les étudiants ou les étudiantes arrivent puis ont besoin de rencontrer un intervenant, justement, les conseillères, excusez, j'ai dit intervenant par habitude, les conseillères aux étudiants internationaux au département des services des relations internationales, ils peuvent faire des rencontres individuelles, puis ils ont des séances d'accueil thématiques aussi pour que les étudiants et les étudiantes puissent s'inscrire pour pouvoir le savoir. Fait que les séances d'accueil, les gens peuvent s'inscrire, ça peut être fait en ligne, ça peut être fait en personne. Fait qu'il y a quand même un bel accompagnement qui se fait. Ils ne sont pas laissés dans le vide, là. Mais ça reste que si tu le sais pas ou tu vas pas chercher les informations, c'est un peu la même chose que pour les services psychologiques. Tu sais, tu nommais dans le premier épisode que pour Neurofocus, c'était comme faudrait que ça soit obligatoire. Ben, on pourrait bien mettre les rencontres d'information, d'accueil obligatoires. Mais au bout de la ligne, si tu viens pas, je fais quoi? Ouais, ça n'avance à rien. Je te dis que je vais te punir. Tu comprends? Ça marche pas vraiment. Oui, c'est ça. C'est un peu surréaliste. Fait que c'est pas évident. Mais tu sais, ils font des ateliers. Par exemple, la réalité de l'étudiant international, c'est qu'il y a aussi une possibilité d'exclusion. L'exclusion de l'ETS existe pour tous les étudiants à l'ETS, peu importe d'où tu viens. Mais la réalité de l'exclusion est complètement autre pour un étudiant qui vient d'ailleurs. Parce que là,
tu as été accepté à l'ETS dans un programme en particulier, tu te fais exclure. Ça amène des conséquences. Mais on n'a pas le droit de travailler. Non. On Parce que tu as un permis d'études. Justement. Fait que ton droit de travailler vient avec ton permis d'études. Si tu es exclu, tu n'étudies plus, donc tu n'as pas le droit de travailler. Là, je fais le cheminement pour être sûr que tout le monde qui nous écoute puisse... Partant de là, on se retrouve dans une légère précarité. Ben oui. Cette précarité, c'est de la responsabilité de qui? C'est bien beau de dire que c'est l'étudiant parce que l'étudiant a décidé de venir, mais indirectement, est-ce que la société n'est pas responsable un peu de cette précarité? Ben, à partir du moment où est-ce que l'étudiant va être exclu, habituellement, il y a plusieurs conditions à respecter, puis il y a plusieurs conséquences. Puis ça, c'est ça qui est intéressant. Allison puis toute son équipe ont des ateliers pour préparer en cas d'exclusion. Donc, si quelqu'un vit une exclusion, c'est sûr que là, il y a plein de scénarios catastrophes qui nous viennent en tête, puis on vit beaucoup d'émotions à travers ça. Mais tu as quand même accès, et je le dis à tous, allez voir Allison, allez au département, parce que cet atelier-là fait toute la différence. Parce que ça démystifie un peu aussi tout ce qui est de l'ordre du scénario catastrophe. Il y a des options. Il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui peuvent être faites. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être qu'est-ce que tu désires. Ça, c'est vrai. Mais là, on est dans l'ordre du légal, à quelque part. Puis de l'immigration, puis du Canada versus Québec. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Mais ça reste qu'avec cet atelier-là, ils sont capables de pouvoir te donner les informations dont tu as besoin pour pouvoir te sentir au moins un peu outillé. À savoir, qu'est-ce que je peux encore faire? C'est pas je suis exclu et je peux plus rien faire de ma vie, c'est fini. Je suis exclu, mais il y a des options. Il y a des choses que je peux faire. Fait que ça, cet atelier-là, il est vraiment très, très important parce que ça parle du statut légal de la personne. Et quand tu termines, tu mentionnais tantôt, moi je suis à 2 sessions d'avoir bientôt terminé, j'arrive vers la fin. Bon, un étudiant international qui arrive à la fin de son parcours, il y a une période de transition, là. Moi, ce que je connais du Québec, ce que je connais du Canada, ce que je connais, c'est Montréal, c'est l'ETS et c'est ça. Et là, tout d'un coup, je termine mon diplôme et je m'en vais sur le marché du travail. Tu trouves une job partout. Ouais. Pas juste à Montréal. Ben ouais. Fait que là, il y a une transition à créer. Ben, ça aussi, Allison et son équipe travaillent là-dessus. Ils ont des ateliers pour pouvoir le faire. Au niveau de... Justement, tu parlais à cause de l'échec, on peut être exclu de l'ETS. Les causes principales d'exclusion, en fait, les causes principales d'échec qui amènent à l'exclusion, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ça? De ce que moi, je vis dans mon bureau, fait que je peux pas parler à la place d'Allison, mais de ce que moi, je vis dans mon bureau la majorité du temps, c'est on a eu un choc culturel. Ce qui nous a amené à vivre beaucoup de symptômes qui sont très proches de la dépression. Donc, la motivation, on n'a pas envie de sortir, on s'isole. On trouve tout très difficile. Ça nous prend énormément d'énergie de se mobiliser. Comme c'est difficile à ce moment-là, les cours, les travaux sont beaucoup moins importants. Donc, automatiquement, là, je parle en norme détresse. Là. On se sent un peu en mode survie par moment là-dedans. Là. Donc, c'est là où est-ce que le niveau de travail va descendre et c'est là où est-ce que ça peut faire mal. Parce que si ça arrive au moment où tu es dans tes intras ou dans tes finaux, l'échec peut être possible. Donc, souvent, l'aide va être cherchée par l'étudiant quand il est rendu à cette étape-là. Peut-être un peu tard. C'est peut-être un peu tard. On fait quand même tout ce qui est possible, mais ça reste que ça prend un cheminement, ça prend du temps pour se remettre sur pied. Du temps que peut-être à ce moment-là, dans les intras ou dans les finaux, c'est pas ça que tu as. Du temps, c'est... Non, non. En règle générale, on n'a pas le temps. Une autre cause, je dirais, là, au-delà de, mettons, je dirais de l'ordre du psychologique, je dirais de l'ordre culturel. La relation avec les professeurs, la relation avec l'autorité. Si tu viens d'un endroit où est-ce que l'éducation se passait, par exemple, de maître à élève, ce qui est une approche qui peut être différente de celle qui est ici. Très. Donc, tu l'as vécu. Quand tu vis dans une culture où est-ce que c'est une relation maître-élève, donc le professeur te donne l'information et il t'encadre et il te dit quoi faire, il te dit quoi dire, il t'accompagne à travers tout ce que tu as à faire et toi, tu fais des efforts, mais tu sais que tu es dans ce cadre-là et il est très, très clair. Et juste le vouvoiement, là. Le vouvoiement. Juste le vouvoiement, ça a été quelque chose qui m'a pris je te dirais, au moins 2 ans avant de me défaire de ça. Parce que tu m'aurais vouvoyé?
Ouais. Oh ouais. my God, vous voyez Ah pas. ouais. Même Non, mon père, mais- je le vois pas. C'est pour raison que ça a été très, très Ouais. difficile pour moi. Et je comprends tout à fait, justement, les personnes qui, quand on parle de choc culturel, parce que pour moi, même encore aujourd'hui, dans le cadre du travail, dès que je suis en face de quelqu'un qui a une responsabilité, j'aurais tendance à pencher vers le vouvoiement. Ouais. Étant donné que ça fait de nombreuses années que maintenant que je suis au Québec, j'ai assimilé ça. Ouais. Mais Tu as eu de la pratique, là. De 2005 à aujourd'hui, tu as eu de la c'est pratique ça, quand même. mais il y a quand même le petit démon derrière mon oreille là, qui me dit ouais. hey, fais attention, tu dois. Et je comprends tout à fait. Ouais. La personne qui vient d'arriver, ça fait 3 semaines, 1 mois, ça doit être extrêmement difficile parce que là, il faut qu'il parle d'égal à égal, mais c'est pas son égal. Oui, puis en même temps, c'est même dans pas... la relation, je parle. Ouais, là, c'est ça. dans la relation, c'est d'un égal à égal, mais on n'a pas ce sentiment d'égal à égal parce que moi, je suis un élève, je suis un Ouais. étudiant, je suis pas ton égal. Je vois aussi le côté linguistique. Mhm. Ce n'est pas parce que je parle le français que je comprends ton français. Mhm. Donc, partant de là, est-ce que ça aussi, ça peut pas être une source qui viendrait appuyer sur oui. l'échec? J'entends souvent des étudiants qui vont parler bien français, qui vont bien comprendre le français, mais par exemple, le professeur, l'enseignant va parler un français, mettons, comme moi, parler très rapidement parce qu'on est habitué de le parler comme ça, et que pour l'étudiant, il est comme assailli de mots qui sont enchaînés les uns après les autres, et il en comprend quelques-uns, puis ça devient un peu comme un casse-tête à reproduire. Mais la phrase est déjà passée, les notes sont déjà passées, il est déjà trop tard. Bon, habituellement, il y a toujours un support visuel, là. Je veux dire, à quelque part, il y a toujours moyen de pouvoir aller chercher les notions, mais ça reste que si durant plusieurs heures à plusieurs semaines, tu es toujours assailli de mots qui sont comme des casse-têtes, ça peut être démotivant un petit peu. Là où est-ce que je voulais en venir, c'était que dans la relation maître-élève, comme c'est le maître, le professeur qui donne l'encadrement, c'est lui qui vient vers l'étudiant pour pouvoir lui dire quoi faire. Ici, on promouvoit beaucoup l'autonomie de l'étudiant. Donc, c'est à l'étudiant d'aller poser ses questions à l'enseignant. C'est à lui d'aller demander de l'aide. C'est à lui d'aller chercher l'information. Ce qui peut être un peu trompeur parce que des fois, tu ne sais pas que tu ne sais pas l'information. Donc, tu ne sais pas ce que tu sais pas. Donc, tu ne vas pas poser de questions. Après ça, tu reçois l'information puis tu fais « Ben voyons, J'ai j'avais vu pas ça. J'ai jamais vu ça. C'est nouveau, ça, pour moi. » Puis, ben non, c'était à toi de venir me voir, venir me le dire. Regarde, il y en a plein qui l'ont fait. Et ça a un certain sens. Mais pour les gens qui sont habitués à une autre méthode d'enseignement, quand ils arrivent ici, ça n'a aucun sens. Donc, il faut qu'ils s'adaptent très rapidement. Et c'est une des premières choses que je dis quand j'ai la chance d'avoir un étudiant international dans mon bureau. Au début d'une session, je demande comment ça se passe dans tes cours. Et souvent, ce qu'on va me dire, c'est pas facile. Le français, c'est pas facile. Les cours, c'est pas facile. J'ai l'impression, mon professeur, je pense pas qu'il me connaît. Je sais pas, j'ai de la misère à aller le voir. Puis là, Il je me dis, est-ce que comprend pas. il me comprend pas. Est-ce que tu es allé lui parler? Est-ce que tu es allé poser des questions? Ben non, c'est à lui de venir me voir. OK, non, on va casser ça tout de suite. Ça ne peut pas. C'est moi qui anime les sessions d'accueil. Je l'ai fait avec Rose, qui est capitaine de Rockets. On a animé la séance d'accueil pour les étudiants internationaux pour les cycles supérieurs. Et une des choses qu'on a nommées dedans à l'hiver, c'était mais n'attendez pas que le professeur vienne vous voir. Établissez une relation tout de suite avec le professeur en commençant. Ne serait-ce que juste sur un bonjour, le dernier cours, pas sûr d'avoir bien compris ci ou ça, j'aurais besoin d'un petit coup de main, est-ce que vous pouvez m'aider? De là aussi l'importance du tutorat. Ça permet d'avoir un étudiant égal à égal qui va pouvoir t'accompagner et te dire oh, t'as clairement pas bien compris cette partie-là de l'équation, toi. OK, on va reprendre ça. Fait que tout ça, c'est des réflexes à développer et que tu n'as pas nécessairement toujours beaucoup de temps pour le développer. Parce qu'encore une fois, les intras sont à la même place pour tout le monde. Les finaux sont à la même place pour tout le monde. Donc, adaptation au milieu universitaire, adaptation au milieu de vie, adaptation à la culture, adaptation à l'enseignement, tout ça en très peu de temps. Donc, tout ça peut être des facteurs d'échec. Une chose que je nommerais par contre qui est clairement un très grand facteur déterminant dans la réussite des étudiants internationaux, c'est leur détermination. C'est impossible que tu changes de pays. On se rappelle, là, des années de travail et de sacrifice pour t'en venir ici à Montréal, au Québec, dans le Canada, pour étudier dans un domaine que tu aimes, que tu connais, dans lequel tu as probablement déjà performé dans ton pays et ne pas être déterminé et rempli de vouloir de réussite. C'est impossible.
Ça, c'est ton meilleur bouclier. C'est ta meilleure arme. Il n'y a pas mieux que ça. Après ça, c'est comment tu prends toute l'adaptation puis tu es capable de pouvoir le mettre dans ta détermination puis aller chercher des outils. Et c'est ce qu'Allison puis tous ses collègues tentent à faire. Une chose qui peut être difficile à comprendre des fois aussi, c'est qu'ils sont accrédités pour accompagner, pour conseiller. Mais ils n'ont pas de pouvoir décisionnel sur les papiers gouvernementaux. Les décisions légales, c'est pas elles. Fait que des fois, ça peut créer une petite confusion de dire c'est parce que vous voulez pas ou parce que vous... Mais il n'y a pas de vous voulez pas. Là. Au contraire. Là. C'est on prend ta détermination, là, on prend les outils, on adapte, puis là, t'es good to go. C'est cette partie-là qu'il faut qui, des fois, se développe, puis rapidement. Mais étant donné qu'on se retrouve de plus en plus à devoir chercher des étudiants internationaux, que ce soit au Québec ou au Canada, est-ce qu'il y a une facilité qui est développée entre l'immigration et les universités pour favoriser ça ou C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas te dire que j'ai nécessairement la réponse. Je regarde rapidement sur les papiers que j'ai reçus d'Allison. Je pense qu'il y a un mode de communication qui a été créé, tu sais, qui, je veux dire, ils se connaissent. Dans le sens où est-ce que s'il y a des questions au niveau des papiers d'immigration, on sait c'est quel département, on sait c'est quelle personne à se référer. Fait que ne serait-ce que par expérience et par habitude, on crée ces ponts-là. OK. À l'intérieur de l'ETS, les gens qui travaillent dans les dossiers des étudiants internationaux, on se connaît. Parce que justement, on est habitué de faire comme « Hey, ce dossier-là, il chute dans genre 2 semaines. Cet étudiant-là, il va avoir besoin d'aide bientôt. On peut-tu faire quelque chose? » Ou cet étudiant-là est dans le bureau des conseillères aux étudiants internationaux, puis il a besoin de parler à quelqu'un. Kevin, es-tu disponible, s'il te plaît? Il aurait besoin de parler à quelqu'un. Toutes des choses comme ça, tu sais, qu'on peut répondre rapidement. Fait que oui, il y a une certaine facilité qui s'est créée entre les départements, puis probablement à quelque part au l'ordre du gouvernemental, ne serait-ce que dans la communication, mais ça reste qu'il va encore avoir des lacunes parce que c'est des grosses machines, là. Comme l'ETS, ça reste que c'est une excellente université, c'est une grosse université qui est très importante, mais comparé à la machine gouvernementale, il y a des choses qui sont dans notre pouvoir, puis il y a des choses qui ne sont pas pantoute. Puis c'est ça qui peut être un petit peu frustrant des fois, c'est que tu dis, la personne que j'ai devant moi, c'est un être humain qui veut m'aider, puis qui me donne tout ce qu'il peut, mais il y a quand même des choses qui sont en dehors de notre pouvoir. C'est parce que la frustration, l'étudiant le vit. Ben oui. Mais vous aussi, en tant que ressource, ouais. ça doit être quelque chose de limite cruel parce que le numéro de téléphone qu'on a au niveau de l'immigration ne connaît pas cet étudiant. Non. Il ne connaît pas les difficultés que ce soit de l'étudiant, de la famille de l'étudiant qui est peut-être venu immigrer elle aussi en même temps, alors que vous devez regarder ce regard. Vous devez affronter ce regard. Vous devez voir les larmes dans ses yeux. Ouais. Ça doit être quand même difficile pour vous de continuer d'essayer de trouver des solutions. De lâcher prise, ça doit être difficile. Ouais, vous êtes vraiment à féliciter. Merci. Je suis pas tout seul. Clairement que moi, j'accompagne, mais Allison puis toute son équipe font un travail extraordinaire. Puis je parlerai pas en leur nom, mais mettons, je pense que je peux partager une expérience relativement commune qui est on veut aider. On veut. Il y a des choses qui sont en dehors de notre pouvoir, donc oui, il faut un petit peu lâcher prise par moment, mais c'est... Tu sais, mettons, je le dis souvent à ma blonde quand on discute, parce que des fois, elle est comme, OK, mais à un moment donné, je veux dire, something's gotta give. Comme à un moment donné, il faut que quelque chose lâche à un moment donné. La pression, peut pas avoir le gouvernement ne peut pas tirer sa corde tout le temps, puis vous autres, ça corde, puis tout le monde tire sa corde partout, puis il n'y a rien qui se passe. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis je disais, mais... c'est facile de ne pas perdre ma motivation à aider les étudiants. Et je suis pas mal sûr qu'Allison dirait la même chose que moi, ou presque. Je m'excuse, Allison, si tu n'as pas prévu de dire la même chose que moi. Mais c'est assez facile de garder cette intensité, cette envie-là d'aider quand tu te rappelles que cette personne-là a passé à travers tellement d'épreuves juste pour mettre les pieds ici. Juste pour avoir l'opportunité de mettre les pieds ici, pour pouvoir faire ce qu'elle veut faire. Elle a passé à travers plein d'épreuves. La moindre des choses, c'est que j'essaie d'aller jusqu'au bout de la chose pour celle-là, pour cette personne-là. Si je suis allé jusqu'au bout de tout et qu'il n'y a rien qui a pu bouger dans le sens qu'on voulait, et que cette personne-là, malheureusement, peut recevoir, par exemple, une exclusion ou quelque chose de très triste, après ça, c'est là où est-ce que j'entre en ligne de compte en termes de relation d'aide, à dire, OK, mais
qu'est-ce qui se passe après? On peut se faire un plan de match pareil. Mhm. Il y a un plan de match possible, il y a quelque chose pour toi, il y a une carrière qui existe pour toi, il y a une famille qui existe pour toi, il y a des amis qui existent pour toi. Il y a plein de choses qui existent pour toi encore. Oui, l'objectif académique a peut-être pris le champ ou un champ différent, mais c'est pas fini. Il y a autre chose qui existe pour toi. Il va juste falloir les explorer ensemble. Et c'est là que la résilience est importante. Puis en général, c'est des gens très résilients. Moi, de mon expérience, c'est du monde qui viennent d'ailleurs, qui ont vécu des situations horribles. Ils sont capables de sourire. Je veux dire, ils me content leur histoire, puis moi, je me dis, ben voyons donc, je veux dire, t'arrives au Québec, tu fonctionnes en tant que citoyen. Ah ouais. Des fois, j'ai de la misère à comprendre. Je veux dire, quelqu'un qui fait me frapper en char, moi, j'ai le cœur qui pompe. Ouais. Les gars recevaient des bombes à chaque semaine au-dessus de sa maison. Des fois, c'est impressionnant. C'est fou. Puis ils sont capables de travailler, puis ils sont calmes. Puis... Il y a une force de vivre, une résilience, un désir de réussite qui est très puissant chez les gens qui viennent de l'extérieur du Québec, qui viennent travailler ici. C'est important de le noter puis de s'en rappeler quand on travaille avec eux. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on peut continuer. Bon, c'est sûr que moi, mon travail, c'est de croire au potentiel des gens. À partir du moment où j'arrête de croire au potentiel, c'est biaisé, les gens. Ton avis est légèrement biaisé à la base parce que tu veux cette réussite. Ben donc, c'est sûr que tu vois le meilleur pour ça. C'est quelque chose à gagner dans une société. Je veux dire, leur intégrité puis leur résilience, c'est quelque chose qu'on peut tout apprécier puis qu'on peut se baser là-dessus, qu'on peut essayer de construire avec ça, avec eux autres. Parce que des fois, c'est difficile de dire « Ah, j'ai vécu un échec, c'est dur. » Puis là, tu parles avec l'autre personne, puis il va être capable de mieux te comprendre puis de parler calmement du sujet. Il y en a vu d'autres. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais aussi donc que malheureusement, au niveau du logement, ça arrive que ça devient quelque chose de difficile. Comment s'organise justement lorsque le jour arrive, l'avion atterrit, je suis avec mes enfants, ma femme ou avec mon conjoint? C'est une excellente question. Malheureusement, je pense pas que j'ai nécessairement la réponse à ça. Ce que je peux dire, par contre, c'est que quand la personne arrive ici, elle a déjà été mise en contact auparavant avec Alison et ses collègues, avec le département. Donc, ils ne sont pas nécessairement laissés pour compte tu ne peux pas communiquer avec personne, tu ne peux pas recevoir d'aide. Habituellement, le plan de match est effectué avant. Fait que, la personne, quand elle arrive ici, elle sait déjà un peu à quoi s'en tenir. Ce qui peut être difficile, c'est si le plan de match par la personne a été laissé un peu flou. Parce que vous avez, par exemple, mes collègues vont essayer de créer un plan de match très précis avec la personne et que la personne, au niveau de l'attitude, je vais arriver, je vais être correct. Là, ça peut être plus rochant. OK. Mais habituellement, les pères ou les mères de famille qui arrivent ici avec leur famille vont avoir eu tendance à avoir traité ça avec tellement de sérieux et d'importance parce qu'ils savent que ça affecte pas juste eux, ça affecte leur famille au complet. Donc, et ça traite de l'immigration au complet au Québec. Il y a des services d'intégration, il y a des services d'accompagnement, il y a des agents d'accompagnement qui existent à travers le gouvernement pour pouvoir aider au niveau de l'immigration aussi. Fait que là, c'est bien au-dessus de mes humbles connaissances. Oui. Mais je sais qu'il y a des services qui existent pour ça. OK, donc des relations ont été établies, les ponts ont été établis entre les divers paliers de gouvernement et l'ETS pour justement s'assurer que cette intégration puisse être favorisée la plus optimum possible. Oui, bon, ils vont jusqu'à... On parle beaucoup de français au Québec. Là. Il y a vraiment comme cette espèce de tangente à... Le français est tellement important qu'on met ça numéro 1. On veut protéger la langue. Exactement. Il y a même des... j'ai vu ça dans... Il y a des bourses. L'étudiant pourrait recevoir des bourses s'il suit... il y a des cours de francisation qui sont donnés. Fait que, par exemple, ici, ce qu'Alison me disait, c'était un étudiant qui est admis à la maîtrise, recherche sur la base de leur anglais, doivent réussir un cours de français pour obtenir leur diplôme. Il y a une bourse qui est offerte par l'ETS. Lorsque ce cours est suivi et réussi à l'UQAM, l'étudiant pourrait recevoir cette bourse plusieurs fois s'il décide de continuer l'apprentissage du français. Fait que quand on parle d'intégration puis de favoriser ça, tu vois que l'ETS fait quand même un énorme effort à vouloir favoriser le français, donc l'intégration à la culture, puis favoriser les études en disant je vais te payer pour que tu ailles apprendre plus de français. Quitte à aller dans un autre établissement
Et tout ça, qui est pas si loin que ça. Ben non. On s'entend. Fait que c'est beaucoup de travail inter-palier, inter-gouvernement, inter-école qui permet de pouvoir favoriser tout ça. Mettons, par exemple, on a amené le programme Contact. Ma collègue Bianca, qui est responsable, puis que moi, je l'accompagne en disant des niaiseries une fois de temps en temps. Je l'accompagne là-dedans. Donc, allô Bianca. On s'occupe au service à la vie étudiante du programme Contact qui favorise l'intégration des nouveaux étudiants, des nouvelles étudiantes. On a un mentor qui va être attribué 3 mentorés, 4 mentorés, tout dépendant. Un autre mentor avec 3 ou 4 mentorés. Ils vont être mis ensemble et ces personnes-là deviennent une genre de famille ETS. Donc, les gens, quand ils arrivent ici, peu importe leurs questions, peu importe leur accommodation, leurs besoins, ils ont un mentor qui connaît l'université, qui connaît la culture. Ou, par exemple, qui est arrivé ici il n'y a pas si longtemps, qui a vécu c'est quoi l'intégration au Québec et qui va accompagner les nouveaux arrivants aussi dans leur intégration à l'ETS au Québec. Puis ça, c'est vraiment beau. D'expérience. C'est du partage d'expérience, c'est de l'accompagnement personnalisé, c'est humain, c'est beau, c'est ouvert. On a plein de beaux témoignages qui viennent de ces gens-là qui permettent de dire qu'à l'ETS, on essaie de favoriser ça. Puis je suis très fier de ce programme-là parce que Bianca met énormément d'efforts, mais tu reçois plein d'aides par tes pairs et par nous, parce que ça reste qu'ils ont quand même accès à moi puis à Bianca. Bianca qui travaille au service d'aide psychologique, puis moi qui donne l'aide on the side de peu importe ce que tu as besoin, je vais être là. Fait que, avec des niaiseries. Avec des niaiseries surtout. je veux pas que les gens aient trop d'attentes. Mais tu sais, ça c'est comme une des choses, évidemment que je suis très fier, mais on a genre le café linguistique qui permet à plusieurs gens de plusieurs pays, plusieurs contrées, plusieurs villes, de toutes se réunir ensemble. Café linguistique, on parle, on discute, on découvre la langue des autres, on découvre la culture des autres. C'est magnifique. Moi, je les vois à chaque mercredi midi discuter en groupe. Puis, je veux dire, je trouve ça beau de pouvoir les voir. Et ils apprennent à... Tu disais l'île de la Réunion. Ben, il y en a qui ne savent même pas qu'il y a d'autres, par exemple, d'autres Iraniens à l'ETS. Ils découvrent à travers le café linguistique. De rencontres. Tu as l'hébergement hors campus, puis les ateliers sur les saines habitudes de vie qui sont aussi donnés par les SVE, les services à la vie étudiante. Fait que c'est toutes des choses qu'on fait pour pouvoir les aider. Fait que, il y a plusieurs départements là, qui travaillent ensemble un peu pour aider. Fait que de là à savoir quand tu débarques de l'avion, qu'est-ce qui se passe exactement, ça, je suis désolé, évident, je peux pas te le dire. Mm-hmm. Au niveau de... Justement, tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un père ou d'une mère qui arriverait pour étudier. Mm-hmm. S'ils ont des enfants en bas âge, on sait la problématique que nous avons ici au Québec avec les garderies, etc. Est-ce que ce volet est traité avec le service de... Ben, souvent, ce qui va arriver, ça va être, par exemple, un étudiant ou une étudiante va être dans mon bureau puis va me dire, ben moi, je suis père ou je suis mère de famille, j'ai des jeunes enfants, c'est difficile pour moi. Je trouve ça rough. Ça me prendrait une garderie, j'en trouve pas. J'essaie de chercher, mais je suis épuisé le soir, j'ai des études à faire. Je peux faire les recherches. Je peux regarder pour toi. Je vais essayer de trouver quelque chose. Même chose pour Alison puis les autres conseillères. Ben, si tu leur en parles, ils vont pas rester de marbre. Là. Mm-hmm. Ils ont des contacts, ils connaissent des gens. Donc, il ne faut pas hésiter à dire « j'ai besoin d'aide, aidez-moi ». L'orgueil, c'est un très bel outil qui peut mener à la détermination. Ça peut aussi être un très bel outil qui mène à l'isolement. Fait que c'est important avec l'orgueil, souvent ça nous propulse à se dépasser puis à travailler plus sur soi puis à faire plein de choses, mais demander de l'aide peut souvent être plus bénéfique, bloqué par l'orgueil justement de dire mais je vais m'arranger toute seule. Mm-hmm. Non, demande de l'aide. Il y a des gens qui sont payés, qui connaissent comment ça marche, qui vont trouver avec toi ou pour toi. C'est beaucoup plus facile de juste garder ça sur tes épaules tout seul. Donc, message aux étudiants qui en ont besoin. Ouais. Kevin est là. Oui. Ils peuvent m'écrire. Je vais donner mon adresse vite. Là. C'est Kevin, KEVIN.faneuf, PHANEUF, @ETSMTL.ca. Sinon, vous pouvez me trouver sur le site web de l'ETS, intervenant de proximité, Kevin Faneuf, whatever. OK. Au niveau des statistiques, tu sais, on parle justement donc l'étudiant qui arrive ici, qui étudie et tout. Arrivé en fin de diplôme, est-ce qu'ils retournent chez eux la majorité du temps ou est-ce qu'ils restent? Ben, je m'attendais à cette question-là.
Zut. Ouais. Non, mais parce que c'est une bonne question. Puis j'étais comme, même moi, je me pose la question un peu. J'ai posé la question à Alison, puis elle me disait que selon le dernier sondage du Bureau canadien de l'éducation internationale, encore une fois, très long titre, 46,9% des répondants de l'ETS ont indiqué avoir l'intention de demander le statut de résident permanent. Nice. C'est presque 50%. Nice. 10,5% ont répondu non. OK. Selon le même sondage, 67,3% des répondants de l'ETS ont indiqué avoir l'intention de demander un permis de travail post-diplôme. C'est-à-dire qu'au fond, ils veulent connaître un peu le marché avant de prendre la décision finale de rester ou pas. Oui. C'est pas mal le parcours que j'avais fait moi aussi. Puis ça a du sens. Oh oui, tout à fait, parce qu'en Je fais la fait, même chose. ce n'est pas parce qu'on a fait la scolarité qu'on est prêt à travailler. Mhm. La vie scolaire et la vie professionnelle, Oui. c'est deux choses complètement différentes. Avant de prendre la décision de rester dans un pays, connaître le volet professionnel est quand même très important. Savoir après, est-ce que oui ou non, au niveau de la job, je suis capable de bien m'en sortir, de vivre comme je le désire. C'est pas évident. Donc, c'est sûr que utiliser le permis post-diplôme par la suite est une très bonne option. Mais tu vois, comme tu le mentionnes, l'incertitude de dire est-ce que je fais sur le milieu de travail, est-ce que c'est ça que je veux? L'ETS a quand même mis en place le fait que les étudiants peuvent prendre des stages. Fait que les étudiants à la maîtrise, projet, ont également la possibilité de faire un stage industriel dans le cadre de leur formation pour leur permettre de pouvoir justement tester le milieu, tester le marché. De quoi ça a l'air le marché du travail? Fait que comme ça leur permet de pouvoir vraiment découvrir au niveau de leurs attitudes personnelles, d'avoir une première expérience de travail au Québec avec l'expérience d'être sur le terrain, puis ça favorise la transition vers le marché du travail. Si tu décides de prendre ton diplôme, ton permis post-diplôme, tu le fais avec connaissance de cause. Mm-hmm. Puis je dois avouer que beaucoup d'étudiants internationaux ont aussi un travail à temps partiel à l'extérieur de leurs études, justement pour pouvoir leur permettre de pouvoir payer des trucs, parce qu'on s'entend que ces gens-là, leur argent a été économisé avec leur monnaie à eux de leur pays. Ben, une monnaie de pays, ça transige de façon différente, hein? Je veux dire, ça fluctue. Fait que ce qui était 1 000 $ au mois d'août est peut-être plus 1 000 $ nécessairement en termes de valeur au mois de septembre. Fait que ces gens-là peuvent pas juste dire « Oui, j'ai économisé tant de mon temps, puis je vais être capable de pouvoir faire 1 an avec ça. » Ils peuvent se le dire, mais à quelque part, souvent, on finit par arriver à la réalisation de dire « Oups, il en manque. Donc, ils vont se trouver un emploi à l'épicerie, au dépanneur, au Subway, au Dollarama. Ils vont se trouver un emploi salaire minimum juste pour dire qu'ils peuvent travailler, qu'ils ramassent de l'argent, qu'on contrôle un peu le stress de manquer de l'argent aussi, mais en même temps, ils gagnent de l'expérience aussi sur le terrain. Et fut un temps, le permis d'études avait, un peu avant la COVID, je pense qu'il y avait comme un nombre d'heures maximum qui pouvait être fait. 20 heures, oui. 20 heures. Et là, avec la COVID, il y a comme eu un moment donné où est-ce que là, ça a comme débloqué. Puis là, ils ont dit, ben là, on a un manque de main-d'œuvre, puis on a des étudiants internationaux qui sont là, qui veulent travailler. On va leur permettre de travailler un 30, 35, 40, je ne me rappelle pas exactement. Là. Mais ils ont débloqué ça aussi. Ce qui fait que certains étudiants se mettent à travailler pour des compagnies locales, des commerces, un peu partout. Là, juste pour dire qu'ils vivent l'expérience de vivre sur le terrain, de travailler sur le terrain. Donc, ça permet de pouvoir savoir est-ce que j'ai envie de rester après. Ça permet aussi de connaître la culture des autres. Clairement. Ça permet d'extérioriser aussi nos nouvelles connaissances. Au lieu de rester uniquement cloîtré à ceux qu'on connaît de l'école, ben là, on peut rencontrer davantage de personnes. C'est quand même intéressant. Y a-t-il une corrélation entre les 10% des personnes qui ont dit non puis le nombre de personnes qui ne trouvent pas d'épicerie avec la nourriture de leur pays? Je vais devoir poser la question, je pense. Si on peut faire des ateliers, inviter le monde de culture de venir faire à manger. Venez me dire pourquoi est-ce que la nourriture d'ici est moins bonne. Allez, 10% de ceux qui n'ont pas goûté la poutine, c'est sûr. Ben, ça dépend quelle poutine tu vas chercher. Ça dépend, parce que j'en ai goûté des dégueulasses. Là. Ah, c'est certain. Tu prends la poutine du dépanneur en disant que la poutine d'Olivier Primo. Moi, je vais me faire haïr. Ah non, va pas là. Moi, Va pas là, je t'apprécie jusqu'à maintenant. Va pas là. C'est la fin de l'épisode. J'aime pas la poutine. Attends, t'aimes pas la poutine en général? Tu sais, une poutine aux États-Unis là, qui est faite avec du fromage râpé. Depuis que je suis au Québec, j'ai dû manger peut-être 2 ou 3 fois la poutine et
Ça n'a jamais passé. Mais c'est comme du vin. Plus tu vas en goûter, plus tu vas découvrir les goûts, tu vas savoir quel cépage que tu veux. Puis là, tu as utilisé le vin parce qu'il est français. Fait que tu es allé comme dans un stéréotype bien établi. Là. Ouais. Sauf que moi, c'est plus le rhum. C'est Fait vrai. que tu viens de Rome, c'est ça? L'île de la Réunion. Ah, c'est pas loin, ok. Il y a la canne à sucre. OK. Moi, ce que je voulais savoir, justement, par rapport à ces 10 personnes qui ont dit non, ça veut dire qu'ils... 10%. Les Oui, 10%, 10%. excuse-moi. Les 10%, ils vont retourner chez eux. Mhm. Mais est-ce qu'ils vont développer un partenariat, genre ouvrir une entreprise qui pourrait utiliser des compétences du Canada pour leur pays Ben, et On a des vice-versa? gens, je sais par exemple, j'ai parlé dernièrement, là, il y a un club Conjure, je crois c'est le nom. C'est un club étudiant, jeux vidéo, programmation. OK. Et ils ont quelqu'un qui connaissent, l'ANETS aussi, même chose. Il y a des gens qui ont développé leurs compétences en termes de programmation, en termes de logiciels dans le monde du jeu vidéo, qui vont travailler, par exemple, aux États-Unis. Fait que tu pourrais travailler en Europe. Tu pourrais aller travailler n'importe où à travers le monde et garder une relation avec l'ETS, garder une relation avec des gens des clubs d'ici pour permettre Faire ce tremplin. partage-là. Un Oui, tremplin exactement. OK. Il y en a, c'est des points de vue purement personnels, là, que c'est comme je suis venu ici dans le but de développer mes compétences, dans le but d'avoir un diplôme parce que je veux retourner chez moi et me donner une meilleure confort de vie, une meilleure capacité à travailler, m'ouvrir plus de portes, des meilleures opportunités. Ça se peut aussi. Je l'entends aussi souvent. C'est-à-dire, je suis venu ici parce que l'éducation, elle est très... L'ETS est très connu à travers le monde comme étant... c'est très légendaire quand même comme université. Mhm. Fait que quand tu reviens dans ton pays avec un diplôme disant j'ai une maîtrise ou j'ai un bac ou j'ai un doctorat à l'ETS, C'est reconnu. c'est reconnu. Donc ils disent, je suis venu ici, j'ai choisi l'ETS, autant que l'ETS m'a choisi. Je viens faire mes études ici dans le but de retourner chez moi et me donner une meilleure opportunité de réussite. Fait que le non ne veut pas nécessairement dire on n'aime pas le Québec. Ça peut aussi vouloir dire c'était pas ça mon objectif de départ. Mhm. Fait. Nous arrivons à la fin de notre Déjà? balado. Eh oui. Ah, je sais pas si j'ai fait le tour de toutes les affaires qu'elle m'avait données. Là, pour ceux qui regardent la caméra, vous voyez mes feuilles avec plein de lignes jaunes dessus, roses Rose. dessus. On a encore du temps. Tu peux. Ouais, je vais regarder vite là, pour être sûr de rien oublier. Je sais que tu avais 2 petits points aussi à parler concernant la rédaction, je crois, quelque chose comme ouais. ça. Ben, on a parlé du programme Contact Mhm. tantôt, qui aide énormément justement à tout ce qui est intégration, adaptation au territoire, adaptation à la culture, adaptation à l'université. Tout ça, ça aide énormément, mais c'est fait par les pairs. Il y a aussi des ateliers de soutien en rédaction qui est donné par exemple, Geneviève Collard, que Bruno avait parlé dans l'atelier, dans le podcast Dans le précédent. podcast, hein. Donc, des soutiens en rédaction écrite, rapport de stage, mémoire, atelier, webinaire. Donc, il y a un accompagnement au niveau de la rédaction qui peut être fait, qui peut aider aussi. À la réussite. À la réussite, évidemment. Et tu as la bibliothèque aussi qui donne aussi des services à pouvoir aider au niveau de la rédaction, à aider au niveau de l'accompagnement des étudiants, de la recherche, par exemple. Ça a l'air niaiseux, mais il y a de la méthodologie dans l'écriture, il y a de la méthodologie dans la recherche. Tout ça, il y a des acteurs dans l'ETS qui existent pour pouvoir aider. Fait que c'est la rédaction. Programme Contact aide énormément. Alison puis toutes les autres conseillères du département sont extraordinaires. S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont un peu... je suis étudiant international, je viens d'arriver, j'ai des questions, mais je doute à savoir si ma question est légitime, je doute à savoir si mon problème mérite d'être discuté. Faites-moi confiance. Venez me voir ou allez voir Alison ou les autres conseillères du département des étudiants internationaux et vous allez trouver chaussures à votre pied, là. On va vous entendre, on va vous aider, on va vous trouver. Si c'est pas nous, on va vous trouver le département ou le site web ou la personne à contacter pour régler le petit problème que vous avez peut-être dans votre tête qui prend un peu de charge mentale, là. Ben, à travers le temps, ça s'accumule. Mm-hmm. Ce problème-là pourrait devenir pire, puis on pourrait le mettre de côté puis vivre dans le déni, ou on pourrait le régler tout de suite. Il n'y a pas de mauvaise question. Ça dépend. Non. Si la question c'est aimes-tu la poutine, c'est une mauvaise question. La réponse devrait être oui, sauf pour toi. Ou j'ai pas encore trouvé la mienne. Ah ouais, c'est bon. Mais oui, n'hésitez pas à venir me voir, à aller voir Alison. L'aide alimentaire aussi, on en a parlé au dernier épisode, mais l'aide alimentaire, c'est
c'est un gros coup de main qui peut être donné aussi, qui peut faire du bien. Il y a plein d'emplois à temps partiel aussi à l'intérieur de l'ETS qui peuvent aussi faire du bien. Des gens en logiciel qui cherchent un emploi, je sais que les TI en cherchaient, la coop, le pub, souvent ils cherchent aussi. Fait que, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais si on veut vivre l'expérience québécoise, on veut vivre le milieu du travail, on veut vivre tout ça et faire un peu d'argent, il y a ça qui existe. Il y a le tutorat aussi qui peut exister. Il y a sûrement d'autres options aussi, là. Mais gênez-vous pas pour venir me voir ou aller poser des questions à Alison et sa gang. Là. En espérant que ce podcast vous a plu. Ouais, j'espère que ça vous a aidé. Et vous autres, les gars, est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose? Ou Moi, pas mal, oui, surtout à la suite des 2 podcasts. Là. Ouais. Comme je disais, aujourd'hui, c'est plus ou moins ma matière à moi. Là. Je suis un peu... je viens du Québec, je n'ai pas connu les expériences. Tout ce que je sais, c'est ce que le monde me raconte. Mm-hmm. Donc, ça te permet, surtout, mettons, de travailler avec du monde qui ont vécu un parcours complètement différent du mien, que des fois, je me dis, je serais même pas capable de faire la moitié. Là. Moi, je changeais de pays, aller étudier, puis me faire dire que, mettons, j'ai 40 ans, me faire dire que ce que tu as étudié vaut plus rien ici. Faut que tu recommences. Je pense pas que je l'aurais fait. Ouais. Il y a encore beaucoup, encore une fois, on parle de détermination, de vouloir. On est là-dedans. Là. Toi, t'as pas beaucoup parlé, malheureusement. Non, c'était tellement intéressant que j'écoutais. Ouais. Ok, c'est bon. Mais ça m'a rappelé des souvenirs. Je suis passé un peu par toutes ces étapes-là, parce que je suis français. Ça fait 5 ans que je suis au Québec, puis j'ai recommencé mes études. Mais ouais, ça rappelle des petits souvenirs, toutes les difficultés, ou ne serait-ce que des choses basiques. L'emploi du temps, là, on parlait des changements. Les études supérieures que j'ai eues en France, ton emploi du temps, c'est lundi, t'as maths, et puis c'était déterminé. C'est cordé, comme on dit. Et quand c'est ça. Quand je suis arrivé, il fallait choisir les cours, et j'ai appris ça 2 semaines avant la rentrée. J'ai fait quoi? Voilà. Faut que je choisisse des cours. C'est un autre bon exemple, le choix de cours. Ben oui. Mais ça vaut la peine. Ça vaut définitivement la peine. OK. Donc, merci beaucoup, et en espérant que tous ceux qui ont besoin d'aide n'hésitent pas. Kevin sera là pour vous. J'essaie. Ou Alison. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Merci beaucoup, les gars. Merci de votre invitation. C'est vraiment gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Là. Et bonne Merci. fin de journée. Allez, au revoir.